Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Sénat pour cet après-midi, la séance des questions d'actualité au gouvernement. Parmi les thèmes qui vont être abordés par les sénateurs, deux questions sur la pression fiscale, trois questions sur la pression fiscale cet après-midi au Sénat, notamment celle de Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste et sénateur de Paris. Deux questions sur la réforme des rythmes scolaires qui continue à faire couler beaucoup d'encre ici au Sénat, et puis jour de manifestations et de grève dans les établissements scolaires aujourd'hui. La séance des questions d'actualité débutera avec une question de François Rebsamen, le président du groupe socialiste ici au Sénat. Il va interpeller le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur les comportements anti-républicains. Je pense qu'il fait allusion au sifflet du 11 novembre contre François Hollande, sans doute également aux attaques racistes contre Christiane Taubira. Donc ce sera la séance à suivre à partir de 15 h en direct sur notre antenne, alors que vous le voyez sur les images, les sénateurs qui arrivent dans cette salle des conférences juste à côté de l'hémicycle du Sénat. Notre invité avant cette séance, eh bien, c'est Alain Vidalies. Bonjour. Bonjour. Ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci d'être avec nous. François Hollande avait promis pendant sa campagne présidentielle de l'apaisement. Et puis, 18 mois après son élection, on a la grogne sociale, on a des manifestations, on a du racisme qui émerge. Où est l'apaisement promis, Alain Vidalies ? Sur la question sociale, l'apaisement promis par le président de la République, c'était la méthode. Et il a utilisé cette méthode. On l'a vu dans la négociation qui a abouti au contrat de génération, dans la négociation qui a abouti à l'accord national interprofessionnel sur le marché du travail. Donc l'apaisement, c'est une méthode. Ça s'oppose à l'affrontement ou à la méthode brutale. Donc il a appliqué... Mais une méthode qui conduit à l'exaspération un peu partout aujourd'hui dans le pays. Oui, mais aujourd'hui, qu'il y ait des difficultés, je pense que c'est une réalité. Mais en même temps, la politique que nous avons voulu mettre en œuvre, demander des efforts aux Français parce que c'était absolument nécessaire pour combler les déficits. On n'a pas choisi, nous, d'arriver au pouvoir avec une telle situation. Et soit on s'en lavait les mains et on continuait à endetter la France, soit on disait aux Français, il y aura un effort et il va être réparti justement. On est dans cette période où, malgré tout, aujourd'hui, nous avons des espoirs de croissance pour 2014, pour 2015, qui font que la question prioritaire pour les Français, la question de l'emploi, pourrait enfin trouver une solution. Oui, mais toujours est-il que les Français ne comprennent pas aujourd'hui cette méthode. Si on en juge l'état d'exaspération de la société telle qu'elle est décrite dans une note qui a été rendue publique, une note des préfets qui remonte au ministère de l'Intérieur. Oui, mais c'est à nous. Qui parle, les mots sont assez forts, d'une société en colère. Oui, mais ça, c'est pas le président de la République, parce que la colère, ça fait pas une politique. Quand vous avez un mouvement dans une région où à la fois manifestent les gens qui licencient... Ça peut être la réaction à une politique, c'est pas une politique, mais ça peut être la réaction à cette politique-là. Mais c'est pas une réponse politique, c'est pas une politique alternative. C'est des intérêts qui sont totalement contradictoires. Qu'est-ce que proposent aujourd'hui ceux qui veulent une politique alternative? On sait la folie, enfin ce que pourrait représenter la solution proposée par l'extrême droite. Et quant à la droite, on sait quelle serait sa politique alternative. C'est la politique qui a été présentée dans le cadre du débat sur le budget à l'Assemblée nationale. Encore moins de services publics, encore plus d'efforts pour les Français. Et donc c'est pas, je crois, ce que souhaitent les Français. La France est dans une situation difficile, mais il n'y a qu'une politique pour la sortir. Dans tous les cas, c'est notre conviction, c'est la nôtre. L'impopularité du chef de l'État, pour l'instant, est au plus bas. On a vu encore ce sondage ce matin publié par le Huffington Post et Paris Télé. On parle de 15% de confiance envers le chef de l'État. Jamais on n'a été aussi bas. Oui, ça correspond. Enfin, il y a des sondages plus habituels. Je préfère prendre ceux qui sont publiés régulièrement plutôt que ce sondage singulier. Mais c'est vrai que la cote de popularité est basse. Mais au fond, est-ce que c'est surprenant? Quand vous avez le courage de faire une politique, on dit toujours ce président n'a pas de courage. Vous savez, le courage, c'est souvent aussi de demander des efforts. Et le président de la République, il a le courage aujourd'hui de dire aux Français, il n'y a pas d'autre solution, il faut faire ces efforts-là. Et donc c'est vrai que peut-être la difficulté, c'est que ces efforts ne sont pas accomplis, ou dans tous les cas que les Français disent, bon, des efforts jusqu'à quand? Mais ils doivent se dire qu'on commence, et les chiffres qu'on nous donne pour la croissance en 2014, même si ça reste pas encore optimal. Les chiffres pour l'instant sont mauvais, encore ce matin, Alain Vidalies. Non, mais les chiffres de ce matin, mais ça c'est, je veux dire, voilà, je veux dire, vous pouvez commenter le moins 0,1 de ce matin, mais mais le trimestre dernier c'était plus 0,5, et donc si on avait fait plus 0,2, vous direz ça va bien. Le tout c'est la tendance. Ça aurait été bien si on
France, avez eu moins 0,1 au dernier trimestre et plus 0,5 à celui-ci, mais c'est l'inverse, donc ça va plutôt dans le mauvais sens. Parce que c'est des phénomènes, enfin c'est assez classique. Pendant les mois d'été, c'est des périodes conjoncturelles, on le sait bien, et c'est pas une surprise. Au fond, la surprise pour nous, c'est qu'on avait dit que ça serait 0, c'est moins 1. Bon, c'est le trait de ligne. 0,1, oui. Mais on va moins 0,1. Mais on va avoir une année qui sera enfin une année où on va être à plus 0,1 ou plus 0,2 en fonction des chiffres du quatrième trimestre qui vont être meilleurs. Puis une année 2014 sur laquelle on nous dit plus 0,9. Peut-être 1%. Bon, les perspectives sont bonnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher l'effort. Et puis surtout, des grandes mesures qu'on a mises en œuvre, notamment cette décision, pas si simple, de mettre 20 milliards pour les entreprises, elle va donner tout son effet dans l'année 2014 avec le CICE. Mais vous entendez ce que vous dites les perspectives sont bonnes. Oui. Et quand vous avez tant de manifestations, de colère qui s'expriment, est-ce que vous avez l'impression que les Français entendent ce message-là? Mais de toute façon, la politique, c'est de la pédagogie. Aujourd'hui, justement, on a l'impression qu'il manque de la pédagogie aujourd'hui de la part du je suis là pour ça, ce que fait le président de la République, ce que font les ministres tous les jours. On n'a pas inventé la situation et on essaye d'apporter des réponses. Ce qui compte pour les Français, c'est qu'ils se demandent quelle autre politique pourrait être menée. C'est ça la vraie question. S'il y avait une crédibilité à une politique alternative, pas la droite, vous savez, le Parti socialiste. Politique dans laquelle on périt... Oui, non, c'est la question qui se pose. Quand on va protester, c'est pour changer de politique. Et changer de politique au profit de quelle politique? Si c'est aujourd'hui, s'il y a des gens encore qui croient qu'on peut redresser les comptes, garantir les services publics et augmenter les salaires sans strictement rien faire, ça n'est pas possible. Et je crois qu'au fond d'eux, les Français le savent bien. Donc, qu'est-ce qu'il vaut mieux inverser d'ici la fin de l'année? Est-ce que c'est la courbe de la popularité du chef de l'État ou la courbe du chômage? Mais vous savez, je pense que ça sera très lié. Les deux seront liés. Ça sera très lié. Et comme la courbe du chômage va s'inverser à la fin de l'année, je pense que la courbe de popularité du président commencera à recommencer. Mais le chef de l'État avait parlé le 14 juillet dernier dans son intervention d'une confiance, d'une reprise dans l'économie. On voit bien quand même avec le chiffre publié ce matin de la croissance, moins 0,1%, qu'on en est loin. Non, je ne partage pas votre avis. Ce qui est important aujourd'hui, et vous auriez raison, si on avait des perspectives pour l'année prochaine qui soient à nouveau des perspectives à 0 ou à 0. Non, on a une perspective à 0,9, ce que dit tout le monde. On pense plutôt d'ailleurs que ce sera autour de 1%. Bon, je veux dire, les perspectives, elles ne sont pas mérifiques, mais elles sont bonnes. On est sur le bon chemin et je crois qu'il faut se tenir à cette politique. On va parler de ce qui s'est passé ce matin au Sénat. Alain Vidalise, des débats assez vifs. On n'est pas toujours habitué dans cette maison quand le gouvernement a demandé une seconde délibération, un vote bloqué sur le budget pour 2014 de la sécurité sociale, budget qui a finalement été rejeté par le Sénat ce matin. Ça, on s'y attendait. Mais ce qui était quand même frappant, c'est d'entendre les discours des uns et des autres sur les bancs à gauche comme à droite, pas au Parti socialiste, mais les bancs des communistes, les bancs de l'UMP. Ce discours dans lequel s'exprimait finalement une forme de mépris de la part du gouvernement envers le Sénat. Qu'est-ce que vous répondez aux sénateurs? Écoutez, j'ai exactement l'opinion inverse. Il faut imaginer ce qui serait passé si... Mais là aussi, il va falloir de la pédagogie parce qu'ils sont plutôt convaincus du contraire. Oui, mais c'est assez simple. Qu'est-ce qui serait passé si le gouvernement n'avait pas pris cette initiative? Il se serait passé exactement la même chose que sur le vote sur les retraites. C'est-à-dire qu'ici, au Sénat, le gouvernement n'a pas de majorité. Et quand on présente un texte, certains textes, sur tous les articles, il y a des majorités contre, avec l'alliance de la droite et du groupe communiste, pour des raisons inverses, mais qui votent contre. Et à la fin, on a un texte qui ressemble plus à rien. Si on n'avait pas pris d'initiative... De demander un vote bloqué. De demander un vote bloqué, une deuxième délibération. Alors, le texte, l'ersatz de texte, qui serait resté à la fin et qui ressemblait plus à rien, aurait été rejeté par tout le monde. Et à ce moment-là, comme pour le texte sur la retraite, exactement, ce qui aurait été incompréhensible pour les Français, c'est un vote qui soit 348 à 0. Et il fallait bien montrer qu'il y avait des gens ici qui étaient pour le texte présenté par le gouvernement, qu'ils étaient minoritaires, ou plus exactement qu'il n'y a pas de majorité alternative pour une autre politique, mais il y a une majorité des contre. Et je pense, franchement, que défendre l'institution du Sénat, c'est bien remettre de la politique dans ce vote et ne pas laisser cette chose incompréhensible d'un texte qui aurait été refusé par l'ensemble des sénateurs. Le gouvernement, je suis personnellement très attaché au bicamérisme et au rôle du Sénat et je pense qu'on a rendu service au Sénat en remettant de la politique dans ce vote. Mais pourtant, les sénateurs n'ont pas beaucoup l'impression d'être entendus. Beaucoup de ministres s'en remettent beaucoup à l'Assemblée nationale qui finalement a le dernier mot, on le sait, constitutionnellement parlant, sur les projets de loi. C'est une mauvaise appréciation. Le président Bell a publié lui-même des statistiques. Il y a eu plus de propositions de loi émanant du Sénat qui ont été définitivement adoptées depuis le début de la législature
que venant de l'Assemblée nationale. Ça, c'est des chiffres, c'est pas des commentaires, c'est pas de la petite politique. Et quand il y a une majorité ici, comme la semaine dernière sur l'économie sociale et solidaire, eh bien le Sénat participe. Et même quand les textes ne sont pas votés au Sénat, par exemple celui que j'ai porté sur la transparence, même si le débat avait été difficile ici, deux dispositions essentielles de ce texte ont été reprises par l'Assemblée nationale. Car malgré ces difficultés, le Sénat continue à apporter sa pierre à l'édifice législatif, c'est ça qui est important. Encore quelques questions d'actualité à Alain Vidélis, alors qu'on vient de le voir sur ces images, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est arrivé dans la salle des conférences. Une question pour revenir sur la fiscalité, puisqu'il va y avoir deux interpellations des sénateurs tout à l'heure, et la grogne contre la TVA. Est-ce que ça a été, à votre avis, une erreur de faire voter cette hausse de la TVA en 2012 pour une application au 1er janvier 2014? Est-ce que ça ne vous revient pas je comme un pense que boomerang ce n'est pas une aujourd'hui? erreur, il y a une explication. On a fait un choix politique, il peut être discuté, il est très clair. Nous avons constaté que l'économie française avait perdu en compétitivité et le crédit impôt compétitivité, les 20 milliards, sont financés par la hausse de la TVA. Ça consiste, en résumé, à baisser le coût du travail en France de 4% pour retrouver quoi? Le chemin de la compétitivité et donc celui de la croissance. C'est un choix politique, mais nous l'assumons en tant que tel. Ouais, mais les Français sont peut-être un petit peu perdus puisqu'ils ont peut-être eu l'impression pendant la campagne présidentielle que finalement François Hollande refusait la TVA sociale de Nicolas Sarkozy et puis boum, il fait voter une augmentation de la TVA. Donc ils ont peut-être l'impression, les Français, d'avoir été trahis. Non, vous avez raison, parce que n'avait pas idée au moment où on est arrivé de l'ampleur du désastre et qu'il y a eu le rapport Gallois entre l'élection présidentielle et l'augmentation de la TVA, il y a eu le rapport Gallois. Et ce rapport Gallois, demandé par le président de la République et le Premier ministre, il dit « La France a un énorme problème de compétitivité ». Vous pouvez quand même admettre que le problème de compétitivité de la France, il n'est pas né entre mai 2012 et septembre 2012. C'est simplement à ce moment-là ce constat. Est-ce qu'il fallait rester les bras croisés? Non. Et si on voulait trouver des moyens pour alléger le coût du travail et redonner des marges aux entreprises, alors on a choisi l'augmentation de la TVA. C'était un choix complexe, mais un choix courageux. Une toute petite dernière question avant de vous laisser rejoindre l'hémicycle, parce qu'on entend la sonnerie retentir. Est-ce que vous allez donner un avis favorable à l'amendement de François Marc pour la Commission des Finances sur l'extension de la taxe à 75% à l'AS Monaco, un club de foot qui est affilié à la Fédération française de foot? Écoutez, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu le ministre du Budget. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas non plus. Sur le plan du principe, ça me paraît cousu de bon sens et par conséquent, si c'est possible, pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup Alain Vidélis d'avoir répondu en direct à nos questions. Je vais vous laisser rejoindre l'hémicycle du Sénat. On a vu que Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, venait de rentrer dans l'hémicycle. C'est Thierry Foucault, vice-président communiste du Sénat, qui va présider cette séance, puisque Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, est en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Il fait tout un périple en Océanie pour représenter la France, notamment pour les commémorations le week-end dernier du 11 novembre. Et donc Jean-Pierre Bel est absent aujourd'hui. C'est Thierry Foucault qui va présider cette séance à sa place. Je rappelle, parmi les thèmes qui vont être abordés par les sénateurs cet après-midi, eh bien, 3 interpellations autour de la hausse de la fiscalité, de la pression fiscale, notamment cette question de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste, qui nous rejoindra ensuite sur ce plateau pour débattre de la fiscalité. 2 questions également autour de la réforme des rythmes scolaires, alors que c'est une journée de grève aujourd'hui dans les écoles et qu'il y a plusieurs collectifs de maires qui se montent contre cette réforme, et puis que la semaine prochaine il y aura le congrès des maires à Paris, et donc ce sera un peu un pic de contestation à craindre pour le gouvernement autour de cette réforme des rythmes scolaires. Et puis la séance des questions d'actualité va commencer cet après-midi par une interpellation, une question de François Rebsamen, le président du groupe socialiste ici au Sénat. François Rebsamen qui va interpeller le Premier ministre Jean-Marc Ayrault sur les comportements anti-républicains. Une question qui fait évidemment directement allusion au sifflet dont a été victime le chef de l'État le 11 novembre sur les Champs-Élysées, également aux attaques racistes contre la garde des Sceaux, Christiane Taubira. C'est le Premier ministre qui devrait normalement répondre à cette interpellation, à cette question de François Rebsamen. Donc voilà pour les principaux thèmes d'actualité qui vont être abordés dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Cette séance qui devrait démarrer d'une minute à l'autre. On a vu sur les images les ministres arriver les uns après les autres, ainsi que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Donc tout le monde s'installe. Voilà, la cloche retentit. Je vous laisse suivre cette séance. On se retrouve ensuite avec nos invités sur ce plateau en direct. À tout à l'heure. Chers collègues,
L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Je rappelle que l'auteur de la question, de même que le ou le ministre, pour sa réponse, dispose chacun de 2 minutes 30. La parole est à monsieur François Rebsamen pour le groupe socialiste. Merci. Monsieur le Président, mes chers collègues, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse directement à vous. En quelques jours, notre pays a vu se succéder un certain nombre de faits inacceptables qui sonnent comme des signaux alarmants sur l'état de notre société. Il y a les injures racistes dont a fait l'objet Madame la garde des Sceaux. Et je veux ici, à cette occasion, malgré son absence, puisqu'elle est retenue à Marseille, solennellement, en mon nom, au nom de mes collègues sénateurs socialistes, et je le crois au nom de mes collègues de l'ensemble de cette Assemblée, lui dire notre indignation devant ces attaques inqualifiables et l'assurer de notre soutien, de notre estime, de notre respect et j'ajouterai de notre amitié. Merci mes chers collègues. Il y a également les incidents honteux qui ont flétri la journée de commémoration du 11 novembre au mépris du respect et de la reconnaissance dus aux combattants morts pour la France. Il y a les coups de couteau portés à un député-maire et à ses adjoints. Et je veux ici exprimer aussi ma solidarité et celle de mon groupe à ces élus agressés dans l'exercice de leur mandat républicain. Il y a les débordements dangereux, Monsieur le Premier ministre, des manifestations contre l'écotaxe. Il y a enfin les appels à la désobéissance civile de la part d'élus qui annoncent vouloir refuser d'appliquer la loi. Je parle ici, bien évidemment, de la réforme des rythmes scolaires. Tous ces faits, mes chers collègues, n'ont pas la même gravité ni les mêmes racines. Certains portent la marque ou l'empreinte de l'extrême droite. Ils sont très préoccupants, car ils montrent que les digues ont été rompues, que les actes et les paroles de haine sont libérés, et que, je le crois, notre pacte républicain est en danger. D'autres proviennent de comportements de l'opposition, politiciens, mais ils n'en sont pas moins graves, car ils apportent confusion et malaise aux Français, fragilisés par la crise, inquiets pour leur avenir et impatients de voir les résultats des efforts qu'ils ont consentis. Monsieur le Premier ministre, depuis 18 mois, avec votre gouvernement, vous menez une politique courageuse pour redresser notre pays dans la justice et mener à bien les réformes indispensables. Au nom des sénateurs socialistes, je tiens à rendre ici hommage à votre action et à celle de votre gouvernement. Cette politique va porter ses fruits, nous en sommes certains. Mais, Monsieur le Premier ministre, pour rassurer les Français qui en doutent, pouvez-vous retracer les grandes lignes de votre action et nous dire les résultats que vous en attendez dans les semaines qui viennent? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Rebsamen. Merci du message que vous venez d'exprimer de soutien à mon gouvernement. En effet, nous sommes engagés dans une œuvre difficile, qui est celle du redressement de la France. Cela demande des efforts, cela demande des réformes souvent structurelles. Je prendrai un exemple. Croyez-vous qu'il ne soit pas nécessaire d'entreprendre la refondation de l'école pour permettre la réussite de tous les enfants? Croyez-vous qu'il ne soit pas nécessaire d'en faire une priorité du gouvernement et de la France? Oui, dans l'intérêt du pays, pour la préparation de l'avenir, pour faire en sorte que tous nos jeunes aient les mêmes chances de réussite. Ça ne se fait pas facilement. Il y a des conservatismes, il y a des rigidités, il y a des corporatismes, nous le savons. Et en même temps, nous avons un gouvernement qui accepte le dialogue, qui n'hésite pas à négocier, qui n'hésite pas à modifier, mais qui ne doit pas perdre le cap. Le cap, c'est celui du redressement de la France, c'est-à-dire faire reculer le chômage,
faire reculer les inégalités territoriales et sociales. Cela demande de l'énergie, cela demande du courage, cela demande de la constance, de la cohérence et de la ténacité. Je vous remercie, Monsieur le Président du groupe socialiste, François Rebsamen, de m'apporter votre soutien, parce que ce soutien, c'est dans l'intérêt de la France, du pays lui-même. Et cela nécessite, en effet, une rigueur dans les comportements, une exigence éthique, une exigence morale, un respect de nos lois, un respect de nos règles, de tout ce qui permet à la France d'assurer le vivre ensemble dans la durée. Et vous avez eu raison de rappeler que dans ces périodes difficiles, il y a des laissés-aller, il y a des dérives qui non seulement sont immorales, contraires à notre droit, contraires à nos principes. Je pense au racisme, je pense à la xénophobie, je pense à l'antisémitisme, qui portent atteinte à la République et à la France elle-même, qui l'affaiblissent et qui ne lui permettent pas de réussir. C'est pourquoi il ne faut rien laisser passer, ce que vous venez de rappeler à juste titre. Et mesdames, messieurs les sénateurs, de tous les bancs de cette Assemblée, lorsque François Rebsamen a évoqué les attaques immondes contre la garde des Sceaux, vous avez, pour la plupart d'entre vous, applaudi ces propos, et je vous en remercie. Mais vous savez, au-delà de la personne, elle l'a dit elle-même, elle sait, parce que c'est une femme politique, comme chacune et chacun d'entre nous et d'entre vous, accepter parfois les attaques injustes, mais elle a aussi des proches, elle a aussi une famille. Et ceux qui se lancent dans ces comportements, ces enfants que l'on a instrumentalisés à Angers, présentant une banane à son intention, eh bien ceux qui étaient derrière, ces adultes du tipartisme à la française, ils font une atteinte non seulement à la personne, mais une blessure pour la République elle-même, et ça, aucun d'entre nous, aucun républicain ne devrait le laisser passer. Au contraire, devrait tout faire pour le dénoncer. Et en tout cas, je vais le redire ici devant la Haute Assemblée, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Le gouvernement est décidé à engager toutes les procédures nécessaires. Je l'ai fait moi-même en utilisant l'article 40 du Code de procédure pénale. Après, c'est à la justice de se prononcer. Elle se prononcera en fonction de nos lois. Mais toute atteinte à nos lois, toute atteinte à nos règles, toute atteinte au bien public sera condamnée avec la plus grande fermeté, parce qu'il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas d'adhésion au pacte républicain. Si l'autorité de l'État, c'est-à-dire celle issue des lois votées par le Parlement, ne sont pas respectées, eh bien j'entends, en tant que chef du gouvernement, tout faire pour que la loi républicaine, partout et pour tous, soit la loi de la République et la loi respectée. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, je voulais vous le redire pour que les choses soient claires. Je connais les souffrances. Oui, je connais les souffrances qui peuvent exister parce que telle ou telle région connaît des mutations, parce que les décisions n'ont pas été prises assez tôt, parce que certains secteurs économiques sont en difficulté, parce que des quartiers de nos villes ont été abandonnés. J'étais vendredi dernier à Marseille, et croyez-vous, et monsieur le maire de Marseille qui est là le sait, croyez-vous qu'il est digne et républicain de laisser des quartiers entiers depuis des années à l'abandon? Eh bien, mon gouvernement a décidé de relever le défi du redressement économique, social et territorial. Je dialoguerai avec tous ceux qui sont prêts à jouer le jeu. C'est vrai pour la Bretagne, mais c'est vrai aussi pour d'autres régions. Mais la France n'est pas une addition de régions et de territoires. La France n'est pas une addition de corporations. La France est une république, une et indivisible, laïque et démocratique et sociale. Et ça, c'est un programme du gouvernement. C'est le programme de mon gouvernement. C'est mon programme pour agir, réduire les fractures sociales et territoriales, permettre à la France de se retrouver, mais se retrouvera que si elle est suffisamment ferme sur ses principes et ses valeurs, et qu'en aucun cas, y compris ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi, de mettre en œuvre la loi, je pense aux élus, ne doivent y déroger, parce que l'exemplarité, c'est la garantie
aussi de la cohésion et de l'adhésion au pacte national et républicain. La parole est à Madame Calliope Angoela pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Yamina Benguigui, ministre chargée de la francophonie. Ces derniers jours ont été marqués par deux grands événements en lien avec la francophonie. Le Conseil permanent de la francophonie qui s'est tenu le 6 novembre à Paris, présidé par le secrétaire général de l'OIF, M. Abdou Diouf, qui a réuni les représentants personnels des chefs d'État et de gouvernement francophones. La réintégration du Mali qui y fut décidée constitue un acte fort au moment où les Maliens viennent d'organiser leurs élections présidentielles et où ils se préparent aux prochaines échéances législatives. Nous savons cependant que l'assassinat récent de deux de nos compatriotes, journalistes à RFI, témoigne du fait que tous les périls ne sont malheureusement pas encore écartés. Ce Conseil fut suivi jeudi et vendredi dernier de la conférence ministérielle de la francophonie qui a défini les grands axes de l'action multilatérale francophone et a adopté les thèmes du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu en 2014 à Dakar. Vous avez souhaité, Madame la Ministre, mettre particulièrement l'accent lors de cette conférence sur l'importance du droit des femmes dans l'espace francophone, en rappelant la tenue du premier forum mondial de femmes francophones co-organisé avec l'OIF en mars dernier à Paris. J'avais d'ailleurs eu la chance de participer sur votre invitation à ce moment très enrichissant qui a notamment permis de porter la parole de femmes courageuses et méritantes impliquées dans diverses actions de développement, mais aussi malheureusement souvent visées en premier lieu dans des conflits. Il me semble que nous avons beaucoup à apprendre des femmes de l'espace francophone et je pense par exemple à l'Assemblée nationale sénégalaise où la parité est de mise puisque la moitié des députés sont des femmes. Espérons qu'un jour la France puisse suivre ce modèle. En outre, en tant que rapporteur de la mission commune d'information sur l'action extérieure de l'État de la France en matière de recherche pour le développement, j'ai été amenée à suivre avec attention les travaux du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, CICID, du 31 juillet 2013, dont la décision numéro 5 rappelle que les femmes sont des actrices essentielles du développement. Ma question, Madame la Ministre, est la suivante. Pouvez-vous indiquer, d'une part, comment suivre à la réintégration du Mali au sein des instances de l'OIF va se poursuivre la promotion des valeurs francophones vers l'accompagnement d'une paix durable dans ce pays. D'autre part, quelles sont les prochaines étapes de la valorisation du rôle des femmes au sein de l'espace francophone, indéniablement vecteur de paix et de développement? Merci. La parole est à Madame Yamina Benguigui, ministre chargée de la francophonie. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, je vous remercie de m'interroger sur le Mali et la place des femmes dans l'espace francophone. Le peuple malien a réussi son objectif principal qui était d'arriver debout aux élections présidentielles et ceci malgré le terrorisme, malgré la douleur et les pertes endurées. C'est pourquoi la réintégration du Mali dans toute sa dignité a été décidée par les membres du Conseil permanent de la francophonie le 6 novembre à Paris. Le président de la République a décidé de maintenir des forces militaires en soutien à la MINUSMA pour appuyer le processus démocratique en cours. C'est par les urnes que nous combattrons les extrémistes. Nous devons continuer inlassablement de promouvoir les valeurs francophones de liberté, de solidarité et de fraternité. Ce sont des valeurs que défendaient Claude Verlon et Ghislaine Dupont, ces deux journalistes de RFI, froidement exécutés. Ils incarnaient la liberté d'informer, ils l'ont payé de leur vie. Madame la sénatrice, j'ai mis au cœur de mon ministère la question du respect des droits des femmes. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser à Paris le 20 mars dernier le premier forum des femmes francophones. Près de 800 femmes sont venues témoigner du recul de leurs droits dans de nombreux pays. Elles ont réclamé plus d'égalité, que cessent les viols dans les conflits armés. Elles ont réclamé plus d'égalité, elles ont réclamé du droit.
C'est à Kinshasa que le 2e Forum des femmes aura lieu en 2014. Suite à ce forum, je suis fière que le Sénégal ait choisi le thème des femmes, vecteurs de paix, actrices de développement pour le prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Dakar en automne 2014. Et j'ai proposé, au nom de la France, qu'une déclaration solennelle et spécifique sur le droit des femmes soit formulée par les chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Le statut des femmes est un baromètre implacable de l'état d'avancement d'une société. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Pierre Laurent pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, la situation du pays est alarmante. La colère, laissez-moi avancer, vous en aurez pour vous aussi. La colère gronde, notamment pour ceux qui ont souhaité le changement en 2012. La contestation conjugue la colère contre l'austérité et les licenciements que vous prônez, et désormais celle contre l'injustice fiscale. Et c'est sur cette dernière que je souhaite vous interroger. Nous voyons bien comment la droite, le MEDEF, comment l'extrême droite tentent d'instrumentaliser le mécontentement populaire pour mieux servir leur rêve de poujadisme fiscal et dénoncer l'impôt, dénoncer les cotisations sociales qui sont le fondement de la solidarité. Le problème pour nous n'est pas l'impôt. Le problème, c'est l'injustice fiscale. Or, les recettes inscrites au projet de loi de finances 2014 sont éloquentes, à nouveau éloquentes. D'un côté, 139,4 milliards d'euros de TVA et 13,2 milliards de taxes sur les produits énergétiques, et de l'autre, seulement 36,2 milliards d'impôts sur les sociétés en 2014, contre 49,7 milliards en 2013. L'explication de cette baisse, vous la connaissez, c'est le fameux contrat crédit impôt compétitivité que toutes les entreprises touchent, même celles qui en ce moment licencient à tour de bras. Dans ces conditions, l'augmentation de la TVA au 1er janvier prochain, en alourdissant le coût des transports en commun, des vêtements, du bois de chauffage et de beaucoup d'autres biens et services de première nécessité, sera une nouvelle ponction dramatique contre le pouvoir d'achat de nos concitoyens, pourtant déjà si malmenés. Et pourquoi cela? Je le répète, pour compenser en grande partie les 20 milliards d'euros offerts sans aucune contrepartie au patronat. Cette mesure, au 1er janvier, risque d'être la mesure de trop. Vous devriez, Monsieur le Premier ministre, remettre au plus vite en chantier une grande réforme de justice fiscale, reconstruire un impôt sur le revenu réellement progressif qui cesse d'épargner les plus hauts revenus, repenser la taxation du capital et lutter contre l'évasion fiscale, remettre à plat toutes les exonérations fiscales et de cotisations sociales à l'aune d'un seul critère, leur efficacité effective en matière d'emploi. Vous le savez, nous allons appeler à la mobilisation pour la justice fiscale et la taxation du capital, et nous marcherons avec le Front de gauche vers Bercy le 1er décembre prochain. Mais sans attendre, Monsieur le Premier ministre, je vous demande un geste fort. Annuler la hausse de la TVA au 1er janvier, ce qui serait un premier pas vers la remise en cause d'un crédit impôt aux compétitivités inefficace et injuste. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent, je connais votre discours. J'aimerais de temps en temps que vous preniez un peu de recul et de voir dans quelle situation nous avons trouvé le pays en 2012. Mais ça, si vous ne voulez pas l'admettre, alors évidemment vous pouvez continuer à construire un discours qui n'a pas, comment dire, une cohérence convaincante. Et c'est ça votre problème. Mais je voudrais vous répondre avec respect et sincérité. Oui, nous avons demandé un effort aux Français depuis 2012. Mais si nous n'avions pas demandé cet effort, et nous l'avons toujours dit, y compris pendant la campagne des présidentielles, puisque vous l'avez rappelé, c'est clair que si nous n'avions pas demandé au début de ce quinquennat un effort pour redresser nos comptes publics, aujourd'hui, où en serions-nous?
Je préfère vous poser la question à vous-même. Est-ce que vous accepteriez que le déficit budgétaire de la France serait aujourd'hui au niveau de 6%, qui serait payé par qui? Par les classes populaires et les classes moyennes? Parce qu'avec un tel déficit, si nous n'avions pas réagi immédiatement en 2012 et 2013, alors nous serions dans les mains des marchés financiers. Et j'aurais aimé, monsieur le sénateur Pierre Laurent, que vous reconnaissiez cette réalité qui demande effectivement un effort de redressement. Mais que si nous l'avons fait, c'est parce que nous considérons qu'il est important que notre pays retrouve sa souveraineté pleine et entière, qu'il ne dépende pas des marchés financiers et de leurs lois. Aujourd'hui, parce qu'un effort a été fait, nous pouvons dire que même si Standard & Poor's donne une note négative à la France, eh bien, ça n'a pas d'influence sur les marchés financiers parce que la signature de la France est bonne, elle est sérieuse et qu'aujourd'hui, nous empruntons à des taux les plus bas. Et qui emprunte à des taux les plus bas? Pas seulement l'État, mais aussi les entreprises et aussi les ménages. C'est parce que, grâce à l'effort des Français, nous avons entrepris cet effort de redressement. Mais est-ce que pour autant, nous avons attendu pour tenir compte de vos attentes en matière de justice fiscale? Non, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas rappelé vous-même. Il me semble même que certaines mesures, vous les aviez votées au début de ce quinquennat. Je voudrais les rappeler. C'est nous qui avons mis en place une tranche à 45% de l'impôt sur le revenu pour effectivement que les revenus les plus élevés contribuent à cet effort que je viens de rappeler. J'ai également noté qu'à l'époque, vous aviez voté, à l'époque, c'est-à-dire dans cette législature, le rétablissement de l'impôt sur la fortune pour lutter contre la rente. J'ai vu que vous aviez vous-même voté les mesures que nous avions prises en matière de fiscalité, du capital et du travail. On nous le reproche assez. On nous dit que nous avons trop prélevé sur le capital. Qui a mis sur le même plan la fiscalité du travail et du capital? C'est notre gouvernement. Alors, vous l'avez même voté à l'époque. Et puis nous avons pris un certain nombre de dispositions qui ont été combattues par la droite, c'est vrai, je le reconnais. Concernant les niches fiscales, ce travail, nous l'avons engagé. Et vous avez évoqué la TVA, mais pour 2014, c'est notre gouvernement qui a proposé que la TVA sur les travaux à domicile et en particulier les travaux de rénovation thermique passe au taux le plus bas, c'est-à-dire à 5,5%. Qui vient s'inscrire dans un chantier de rénovation thermique qui est créateur d'emplois et qui va s'additionner à la subvention pour les ménages qui vont investir pour leur logement, qui va s'additionner aux prêts à taux zéro et prêts environnement, qui va s'additionner au crédit d'impôt qui permet effectivement de bénéficier d'une aide pour l'investissement. D'un côté, une facture de chauffage qui diminue, de l'autre côté de l'investissement et qui est créateur d'emplois, en particulier pour l'artisanat et les petites entreprises. C'est ça que nous avons fait, que nous avons entrepris. Alors, moi, je voudrais vous poser une question, à mon tour, puisqu'en réalité, vous, votre politique, elle est simple. Celle qui va vous faire manifester dans quelques jours, c'est déficit, déficit, toujours plus de déficit. Mais qui paie le déficit? Qui paie le déficit? Sinon les classes populaires et les classes moyennes. Et le déficit de la France, c'est quoi concrètement? C'est le remboursement chaque année des intérêts de l'emprunt. Et c'est combien le remboursement des intérêts de l'emprunt dont vous nous avez laissé la facture, mesdames et messieurs les sénateurs de la droite? 50 milliards d'euros par an, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Alors si nous faisons des efforts de redressement des comptes publics qui effectivement mobilisent les Français, et avec des mesures de justice fiscale, c'est pour redonner à la France des marges de manœuvre pour investir dans l'éducation, investir dans l'innovation, investir dans la préparation de l'avenir. C'est avec vous que nous pourrions faire cela. C'est à vous de décider si c'est ça que vous voulez. Si vous voulez sincèrement le redressement de la France, alors je vous invite à choisir et à ne pas mêler systématiquement vos voix à ceux qui courent derrière la droite et l'extrême droite, c'est-à-dire qui ne se battent pas pour redresser le pays. Je vous invite à nous rejoindre pour l'avenir de la France, dans la cohésion sociale et la solidarité nationale. La parole est à monsieur François Fortassin.
Pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne l'un des principaux défis stratégiques et géopolitiques du moment, la question du programme nucléaire iranien. Monsieur le ministre, alors qu'une grande partie de la presse internationale pointe la responsabilité de la France dans l'échec des négociations de Genève en raison de son intransigeance, qu'en est-il vraiment? Que s'est-il passé, Monsieur le ministre, dimanche à Genève? Pourquoi la France est-elle opposée au projet d'accord qui était sur le point d'aboutir entre l'Iran et les 6 grandes puissances sur ce dossier très sensible? Après plus de 10 années de crise à propos du nucléaire et militaire iranien, une solution paraissait à portée de main et un accord sur le point d'être conclu. L'Iran s'engageait à cesser d'enrichir son uranium à 20%, soit le seuil critique pour fabriquer une arme nucléaire, en échange d'un assouplissement provisoire et réversible des sanctions qui étranglent son économie. Si nos informations sont exactes, la France aurait exigé davantage de garanties concernant l'usine d'Arak qui utilise le plutonium, combustible indispensable pour la fabrication de l'arme nucléaire. De même que vous auriez souhaité, Monsieur le Ministre, des garanties sur la neutralisation du stock actuel d'uranium enrichi à 20% et plus largement sur le programme d'enrichissement. Pour le dire autrement, la France aurait considéré que l'accord qui se dessinait n'était pas de nature à pouvoir empêcher l'Iran de poursuivre sa marche vers la bombe atomique. Est-ce bien cela, Monsieur le Ministre? Mais alors pourquoi seule la France a-t-elle fait cette lecture du texte? Monsieur le Ministre, comme vous, nous redoutons et nous sommes opposés à la nucléarisation militaire d'une puissance régionale comme l'Iran et au risque d'une flambée de prolifération que cela pourrait entraîner au Moyen-Orient. Et comme vous, nous sommes pour le respect des règles internationales de non-prolifération des armes nucléaires. Toutefois, vous le savez, Monsieur le Ministre, il est indispensable de parvenir à un accord avec l'Iran lors de la reprise des négociations le 20 novembre. Votre homologue américain, John Kerry, a déclaré récemment « Il y aura un bon accord ou il n'y en aura pas ». Le Premier ministre israélien d'ajouter qu'un mauvais accord pourrait déboucher sur la guerre. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Qu'est-ce qu'un bon accord? Peut-il y avoir un bon accord pour toutes les parties, à savoir notamment l'Iran, la France et les États-Unis? Merci. La parole est à Monsieur le ministre chargé du développement. Merci Monsieur le Président, Monsieur le sénateur Fortassin. Je vous prie évidemment d'excuser Laurent Fabius, qui est aujourd'hui au Maroc pour une réunion sur un autre sujet stratégique pour la sécurité, à savoir la situation en Libye. Vous faites référence bien évidemment aux discussions qui ont eu lieu il y a quelques jours à Genève, et la position de la France a été écoutée. Elle a été écoutée parce qu'elle repose sur une position simple et une ligne simple, de la fermeté, mais pas de fermeture. Nous sommes fermes, mais nous ne sommes pas fermés. Et nous sommes fermes sur une ligne qui est celle de la communauté internationale de manière totalement consensuelle, à savoir, au nom du principe de non-prolifération, le fait de refuser à l'Iran le droit d'avoir accès à la technologie nucléaire militaire. Et sur cette position, la France n'est en aucun cas isolée, puisque le texte qui a été présenté par la France a été signé de manière unanime par ce qu'on appelle les membres du P5+1, à savoir les membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne. Il n'y a donc pas d'isolement français sur cette question, il y a au contraire une position simple de la fermeté au nom des principes reconnus de manière unanime par la communauté internationale, mais de l'ouverture pour avoir un accord avec des garanties, et notamment les garanties sur les 2 points que vous avez soulevés dans votre question, à savoir la question de l'uranium enrichi et la question de la centrale d'Arak et du réacteur d'Arak, qui est effectivement celui qui pose potentiellement le plus de problèmes. Et à ce stade, nous n'avions pas les garanties suffisantes.
C'est pour ça que, bien évidemment, nous redonnons notre chance à la négociation. Et c'est aussi le cas, et le gouvernement et Laurent Fabius tient à le souligner, c'est aussi le cas des Iraniens qui veulent donner leur chance à la négociation. Et c'est pour ça qu'il y aura, dès le 20 novembre, dans les tout prochains jours, une nouvelle réunion avec les directeurs politiques et que nous souhaitons bien évidemment un succès. Cette négociation, ça fait 10 ans qu'elle dure, Monsieur le Sénateur. Elle peut durer 10 jours de plus pour obtenir non seulement un changement de ton des Iraniens, mais aussi un changement de fond. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Ladislas Poniatowski pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, un grand ministre n'est pas forcément celui qui dirige un grand ministère, fût-ce celui de l'Éducation nationale. Un grand ministre est celui qui montre qu'il sait écouter et entendre les Français. Or, depuis le début de votre réforme sur les rythmes scolaires, vous avancez très sûr de vous, mais vous n'écoutez personne. Vous n'écoutez pas les enseignants qui sont en grève aujourd'hui, qui ne veulent pas de votre réforme. Écoutez-les, Monsieur le ministre. Les enseignants sont des gens compétents. Ils sont soucieux du devenir de nos enfants. Ils ont des idées. Pourquoi leur imposez-vous une réforme au lieu de les écouter, au lieu de dialoguer avec eux? Vous n'écoutez pas plus les parents d'élèves qui ne veulent pas de votre réforme. Vous n'écoutez même pas ceux qui sont entrés dans votre réforme depuis le mois de septembre dernier. Ceux-là sont en train de vous dire « nos enfants n'en peuvent plus ». Ils sont en train de vous dire « se lever 5 jours par semaine tôt ». Ils partent et ils rentrent épuisés. Monsieur le ministre, c'est dans 17% des communes que votre réforme est entrée en application. Pourquoi ne prenez-vous pas le temps de tirer les leçons de ce qui s'est passé dans ces 17% de communes? Monsieur le ministre, vous n'écoutez pas non plus les élus. Vous n'écoutez pas les élus. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Non mais, ils vous disent « nous n'avons pas les moyens ». Sachez qu'une grande majorité d'entre eux ne sont pas hostiles à votre réforme. Ils disent « nos budgets ne nous le permettent pas ». Ils disent, mais pas simplement dans les communes rurales, même ailleurs, ils disent « nous n'avons pas les locaux pour organiser votre réforme ». Ils disent « nous ne trouvons pas de personnel compétent ». Écoutez-les, Monsieur le ministre. Ils expriment un ras-le-bol. Beaucoup d'entre nous, nous sommes élus. On nous a réduit les dotations de l'État. Et c'est à ce moment-là que vous voulez charger encore un peu plus les communes. Le gouvernement ne peut pas d'un côté montrer du doigt les communes en disant « vous dépensez trop pour le personnel » et par ailleurs nous demander d'embaucher des animateurs en plus. C'est ça qu'ils expriment, Monsieur le ministre. Donc écoutez-les, entendez-les, nous vous en donnons l'occasion. Nous avons, le groupe UMP, déposé une proposition de loi qui vous permettra de répondre, je dirais calmement, à toutes ces inquiétudes. Donc ma question, Monsieur le ministre, quand cesserez-vous d'être sourd à tous ces messages qui viennent de tous les côtés? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Poniatowski, vous avez parfaitement raison. Il convient d'entendre les uns et les autres, surtout sur un dossier aussi important qui est celui de la réussite scolaire des enfants de France et d'une façon plus globale de leur réussite éducative. C'est un sujet de préoccupation pour nous tous lorsque nous savons que 20 à 25% de ces enfants sont en difficulté, que 150 000, l'INSEE vient de le rappeler, même un peu plus, sortent de notre système scolaire sans qualification et que les inégalités s'accroissent considérablement dans notre pays au point que nous allons apprendre sans doute bientôt que nous sommes même les recordman. Cela, c'est le résultat d'un certain nombre de choix. Le choix, d'abord, de ne pas recruter un nombre de professeurs suffisant. Le choix, ensuite, de ne plus les former.
le choix enfin malheureux et récent d'enlever du temps scolaire et du temps scolaire de qualité aux enfants de France. Ce choix à 4 ans. Le président de la République, le gouvernement ont décidé d'opérer le redressement de l'école française, de permettre à tous les enfants leur réussite, parce que ce sera demain la réussite du pays. Toutes les organisations internationales nous le disent. Cela suppose une action résolue de l'État, refaire les programmes, embaucher des professeurs, les former à nouveau, passer au numérique, avoir des dispositifs pour ceux qui sont dans le décrochage. Tout ça, nous le faisons avec un budget, vous le savez, nous en avons discuté en commission au Sénat cette semaine, qui est un budget prioritaire. Ma préoccupation majeure, c'est que les élèves demain de ce pays, 25% nous dit l'INSEE, puissent lire, écrire et compter lorsqu'ils arrivent en 6e. Et à partir de là, construire leur autonomie, leur insertion professionnelle et même leur citoyenneté. Car vous noterez qu'il y a une corrélation étroite entre l'échec scolaire et les comportements extrémistes dont nous avons parlé. Alors, pour ce faire, il faut donner aux enfants un temps de qualité scolaire. Tous les pays d'Europe, nous sommes le seul à faire les 4 jours. Tous les pays d'Europe ont au minimum, l'Allemagne que vous prenez souvent en exemple, 5 jours à 6 jours, ont au minimum 5 matinées de classe. Parce que pour lire, écrire, compter, on apprend mieux à 9h30 le matin qu'à 16h en fin de journée. C'est ce que nous faisons. Et en même temps, nous luttons contre les inégalités parce que lorsque les enfants ne sont pas à l'école le mercredi matin, ils sont où? Pour les plus déshérités d'entre eux, il y a de très belles études. Ils sont devant la télévision, ils sont au bas des cages d'escalier. Ils ne sont pas dans un dispositif éducatif. Ce que nous mettons en route à côté du meilleur temps scolaire, c'est la possibilité de passer de 20% d'enfants à 80% d'enfants accueillis dans des dispositifs périscolaires. Et pour ce faire, nous avons besoin, puisque c'est la responsabilité des communes, de les aider. Nous avons parlé avec chacun. Les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. On le sait depuis longtemps dans ce pays. Mais on ne construit pas un intérêt général avec une addition d'intérêts particuliers. Il faut conclure, monsieur Là, le c'est ministre. l'intérêt des élèves, c'est l'intérêt de la France. L'écoute est là, il y a un comité de suivi, nous avons déjà proposé des aménagements, nous avons écouté les communes, nous avons différé le temps d'application, nous avons créé le fonds et nous avons laissé une liberté qui aujourd'hui fait souvent problème et provoque chez les enseignants une certaine colère. Nous continuerons parce que nous savons que nous agissons dans l'intérêt du pays et nous essaierons de vous convaincre que vous pouvez vous y associer. Merci. La parole est à monsieur Jean-Paul Amoudry pour le groupe Union des démocrates et indépendants, UC. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question porte sur une problématique, celle du calendrier des vacances scolaires qui concerne non seulement l'éducation, mais aussi l'emploi, l'économie, le tourisme et les transports. Ce calendrier a une très forte influence sur l'industrie touristique de notre pays, secteur non délocalisable, qui représente 7% du PIB national, 78,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 900 000 emplois. Depuis 2010, la fréquentation des stations de montagne durant les vacances de printemps, décalées sur le mois de mai, a chuté de 70%, précarisant ainsi l'emploi de près de 35 000 personnes. Fragilisées parfois par les aléas météorologiques et surtout la réduction croissante du pouvoir d'achat des ménages, les entreprises touristiques des stations de sport d'hiver voient leurs marges fortement impactées alors qu'elles sont confrontées à d'importantes charges fixes et à la nécessité d'investir pour faire face à une concurrence étrangère de plus en plus vive et répondre aux exigences de mise aux normes de leurs équipements, hôteliers, remontées mécaniques, etc. Les propositions du ministère de l'Éducation pour les années scolaires de 2014 à 2017 ne tiennent pas compte de cette situation et l'aggravent par des départs en congé à mi-semaine pour l'année 2016-2017. D'ailleurs, cet agenda n'impacte pas seulement les professionnels de la montagne, mais aussi ceux du littoral, car en englobant les ponts du mois de mai dans les vacances de printemps, il prive les stations du littoral d'un lancement de saison dès le mois d'avril. Ce calendrier réduit aussi la durée des contrats saisonniers de travail, de manière doublement préjudiciable pour les revenus des salariés d'une part, et par les charges supplémentaires imputées à l'assurance chômage d'autre part. Tout aussi dommageable est la perte d'activité qui engendre pour l'État un manque à gagner de 80 à 100 millions d'euros de recettes fiscales. Enfin, comment expliquer que le calendrier des vacances scolaires soit en pareille contradiction avec les déclarations de M. le Président de la République qui, fin août, annonçait sa volonté d'ériger le tourisme en grande cause nationale? C'est pourquoi, dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, il doit être possible de concilier le temps scolaire avec les préoccupations sociales et économiques ainsi décrites
et en particulier de fixer en avril les vacances de printemps. Aussi, au-delà de l'avis que le Conseil supérieur de l'éducation est appelé à donner aujourd'hui même, le gouvernement entend-il prendre véritablement en compte ce problème, à commencer par une concertation approfondie et élargie à l'ensemble des parties prenantes? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, le sujet que vous évoquez est un sujet de très vive préoccupation pour les raisons que vous avez pu dire. C'est le 20 juillet 2009 qu'un de mes prédécesseurs a pris un arrêté dont je pense l'intention était bonne. Elle consistait à faire qu'il y ait entre les vacances de Noël et de février, pour respecter les rythmes des élèves, plus de 6 semaines. Ce calendrier qui a été adopté par la majorité précédente a conduit évidemment à faire des retours plus tardifs dans des vacances de printemps et a provoqué les difficultés que vous dites. C'est un arrêté, donc c'est un arrêté du 20 juillet 2009. Donc soyez gentils de connaître la loi et ensuite de la respecter. J'ai déjà eu l'occasion de dire, et je crois que on ne peut pas sous-estimer ma détermination sur ces questions, que la question du calendrier scolaire, des rythmes scolaires, devait être revisitée dans son ensemble. Dans les discussions que nous avons eues très longues avec les représentants des élus, les représentants des professionnels, pour préparer le début de la réforme scolaire, cette question a été abordée. Cette question n'a pas trouvé à ce stade sa solution. Un nouveau calendrier a été adopté pour 3 ans. Mais je dis ici, comme je l'ai dit déjà publiquement, si nous arrivons à un accord sur l'année scolaire, eh bien, nous modifierons ce calendrier lorsque le consensus sera créé et l'écoute présente. À partir de là, des propositions sont faites. Elles doivent quand même garder toujours comme préoccupation première l'intérêt de l'élève. Mais il n'y aura de possibilité, vous le savez, de réussir ce qui n'a pas été réussi jusqu'à présent que si nous travaillons à l'idée d'un autre zonage pour les grandes vacances. Cette question est essentielle. J'ai annoncé que j'ouvrirai, une fois que nous aurons réussi la première étape, les discussions au courant de l'année 2015. Il y a à la fois un impératif pédagogique à respecter et un impératif économique. Nous en sommes conscients et nous voulons avancer sur ce chemin. Merci. La parole est à Madame Frédérique Espagnac pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Le gouvernement a décidé de mettre en place quelques 200 mesures de simplification administrative. Après le pacte de compétitivité, cette nouvelle dimension de l'action gouvernementale permettra de redonner de la force à nos services publics et à notre appareil productif. En allégeant les démarches des particuliers et des entreprises, nous répondons à une demande très ancienne. La production des normes en France n'est plus maîtrisable autrement que par un choc. Le président de la République l'avait affirmé lui-même le 28 mars dernier. Ce choc de simplification va impacter la vie quotidienne de tous les Français, celle des chefs d'entreprise, des élus, des fonctionnaires. Notre majorité participe aujourd'hui à faire évoluer les pratiques pour plus de croissance, de compétitivité et d'emploi. Les Français veulent des services publics efficaces et compréhensibles. L'action publique a besoin de clarté, de visibilité et d'efficacité. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ce sont plus de 260 lois qui ont été votées, dont 25% de règles n'ont jamais été appliquées. Nous démontrons aujourd'hui que la volonté et l'efficacité en matière de réforme et de simplification sont portées par notre majorité. Initiée en avril par une ordonnance comportant 8 mesures pour simplifier les démarches dans l'immobilier et l'urbanisme d'entreprise et confortée par le rapport Mandon remis le 1er juillet dernier qui vise à supprimer d'ici 2016 80% des coûts des entreprises liés à la complexité administrative, ce choc est devenu l'une des priorités du gouvernement. Par la suite, 2 grands projets de loi visant à simplifier à la fois les règles d'application à la construction de logements, mais aussi les relations entre les citoyens et l'administration ont été adoptés en juillet et en octobre dernier et publiés hier au Journal officiel. 2 autres textes relatifs à la simplification de la vie des entreprises et à leurs relations des citoyens avec la justice le seront dans les semaines à venir. Et un comité de suivi veillera à l'application de ces mesures. Madame la ministre, pouvez-vous donc nous donner des précisions, ainsi qu'aux Français qui nous regardent, sur la mise en œuvre enfin de ce choc de simplification, mais aussi sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour aller encore plus loin dans cette démarche visant à libérer les énergies de notre pays, favoriser les créateurs, l'innovation et favoriser le processus de création de richesses et d'emplois. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu
Ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Frédérique Espagnac. C'est vrai que le Président de la République a fixé le cap en mai dernier. Il déclarait « Plus de simplification, c'est plus d'initiatives, plus d'activités, plus d'emplois. Plus de simplification, c'est plus de temps pour nos concitoyens, plus de vie, plus de croissance. Cela fait partie des réformes qui peuvent nous permettre simplement de vivre mieux. » Le gouvernement s'est donc engagé résolument dans l'action pour simplifier les normes et faciliter la vie des entreprises, des citoyens et des fonctionnaires. Et vous l'avez souligné, Madame Espagnac, le gouvernement veut aller vite. C'est pourquoi il procède par ordonnance. Et le Parlement, vous l'avez souligné, a déjà adopté 2 textes sur l'administration et sur le logement. Vous discutez en ce moment de celui qui a trait aux entreprises et qui sera discuté très précisément, me dit-on, sur ces bancs le 12 décembre avec Pierre Moscovici. Et bientôt viendra celui relatif, et il est très important, et peut-être n'y avions-nous pas assez prêté attention, à celui qui concerne les procédures judiciaires, puisqu'une enquête auprès de nos concitoyens montre à quel point nous pouvons faire mieux. Rapidité, efficacité, c'est ce que nous avons fait, j'espère, avec 2 types de démarches. D'abord, le Premier ministre préside lui-même le comité interministériel de la modération de l'action publique. Il a créé avec moi, qui en est une responsabilité partagée, le secrétariat général de la modération de l'action publique. Et le 17 juillet dernier, nous avons fait une première série de propositions. Je ne vais pas tout vous énumérer ici, mais elles sont publiques et à votre disposition, mais avec des choses extrêmement importantes. Par exemple, suivre sur Internet l'avancement d'un dossier de demande de passeport ou de demande d'autorisation. Vous pouvez savoir en amont qu'il y a un problème sur leur dossier, qu'il manque une pièce, etc., ce qui permet aux créateurs, à l'usager, aux citoyens d'être informés en amont et pas a posteriori. Prise de rendez-vous en ligne, je vous passe beaucoup de sujets parce qu'ils sont importants, mais je voudrais souligner en plus qu'avec Arnaud Montebourg, le groupe de M. Mandon que vous avez souligné, le groupe de M. Poitrimoine, mais aussi le texte qui a été porté par Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gouraud, qui nous permet aussi d'associer la simplification des normes, nous avons pris un engagement, c'est de vous soumettre, à vous, les parlementaires de la Haute Assemblée, comme à vos collègues députés, les comptes rendus du CIMAC pour que vous soyez la vigilance de chaque citoyen français, parce que les listes de simplification sont longues, les explications sont intéressantes, mais il nous reste beaucoup à faire. Merci. La parole est à Monsieur Albéric de Montgolfier pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question porte sur le prochain projet de loi de finances dont nous allons commencer l'examen dans cet hémicycle la semaine prochaine. Puisque, en août dernier, le ministre Pierre Moscovici, et je vais reprendre ses propres termes, avait évoqué le ras-le-bol fiscal des ménages, des consommateurs et des entreprises. C'est une citation. Et le gouvernement nous avait annoncé un PLF pour 2014 dont l'effort porterait à 80% sur la dépense et à 20% sur la fiscalité. Mais la lecture du projet de loi de finances pour 2014 montre que cette présentation ne correspond absolument pas à la réalité. La réalité des chiffres, c'est quoi? La réalité des chiffres, c'est que les dépenses du budget général, entre le PLF 2013, 295,2 milliards d'euros, et le PLF pour 2014, 294,5 milliards d'euros, la baisse des dépenses n'est en réalité que de 700 millions. 700 millions, car vous devez financer un certain nombre de promesses électorales, et je pense en particulier aux embauches dans un certain nombre de ministères. La réalité des chiffres, c'est la baisse des dotations de l'État qui, elle, est réelle, 1,5 milliard de baisse de dotations pour les communes, pour les intercommunalités, pour les départements, pour les régions, moins 1,5 milliard, auxquels doivent s'ajouter 2 milliards d'euros de dépenses supplémentaires, en particulier pour les rythmes scolaires, on en a parlé, 2 milliards d'euros supplémentaires, c'est le chiffrage du comité des finances locales. La réalité, c'est également, pour le gouvernement, une hausse des cotisations d'impôts, une hausse des cotisations sociales qui va concerner directement les entreprises, je pense bien sûr à l'IS, qui va concerner les ménages, je pense à la TVA. Bref, c'est environ 12 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires pour les Français, pour les familles en 2014. La réalité, c'est évidemment que les Français ne croient plus à l'annonce d'une pause fiscale que vous n'évoquez d'ailleurs même plus. Les Français attendent des réponses. Ils attendent des réponses maintenant pour ce projet de loi de finances pour 2014.
ils n'attendent pas des commentaires, des critiques sur les budgets précédents, ceux de la présente mandature. Ils n'attendent pas non plus des promesses pour les futurs budgets, ceux de 2015. Ils attendent des réponses pour maintenant. Et ma question est extrêmement simple. Au cours de ce débat budgétaire qui commence, quelles dépenses allez-vous accepter de réduire, comme vous y invite d'ailleurs l'OCDE? Et bien, en bref, quelle réponse allez-vous apporter au ras-le-bol fiscal des Français? Merci. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre chargée des petites et moyennes entreprises. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Pierre Moscovici que je supplée cet après-midi. Alors, nous pouvons, séance après séance, rejouer sans cesse la même partition, avec sans cesse les mêmes questions et donc toujours les mêmes réponses, car chaque semaine, c'est la même question que vous nous posez, et ce sont les mêmes réponses que je vais devoir vous faire. Puisque vous en décidez ainsi, comme chaque semaine, je serai dans l'obligation de vous rappeler que l'opposition est quand même bien prompte à s'exonérer de ses responsabilités à l'heure de commenter la trajectoire budgétaire de ce pays, car les décisions que nous prenons aujourd'hui ne sont finalement que les répliques à votre propre gestion. Et s'il y a décrochage de l'économie française aujourd'hui, il a eu lieu, hélas, bien avant que nous arrivions. Vous nous laissez un déficit à 5,5% du PIB, 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires, un commerce extérieur au plus bas. Alors oui, nous devons réparer et réparer au plus vite. Et comme chaque semaine, je vous rappellerai que malgré vous, malgré les Cassandres, la situation économique de notre pays s'améliore progressivement. Tous les instituts économiques le confirment, la récession est derrière nous, la croissance revient, progressivement certes, le chômage se stabilise et nous le devons pour partie à l'action de ce gouvernement. Comme chaque semaine, vous nous accusez de matraquage fiscal, laissant entendre que si vous étiez resté au pouvoir, les choses auraient été tellement plus douces et tellement plus simples. Vous auriez su réduire les dépenses sans heurter l'économie, mais que n'avez-vous fait pendant les 10 années où vous avez été aux responsabilités? Vous auriez su éviter les hausses d'impôts, mais alors pourquoi ne pas avoir mis en pratique cet engagement au cours des dernières années? La précédente majorité a voté rien que pour les années 2011 et 2012 pas moins de 35 milliards d'impôts supplémentaires. Alors, comme chaque semaine, je vous rappellerai que la dépense publique, elle est désormais maîtrisée. Nous intensifions même nos efforts d'économie en 2014, année qui marquera un basculement dans la répartition de nos efforts entre recettes et dépenses. Pierre Moscovici et Bernard Cazeneuve ont élaboré un budget 2014 très ambitieux, puisqu'il prévoit une baisse de 1,5 milliard d'euros de dépenses de l'État, hors dettes et pensions. C'est d'ailleurs la première fois qu'un budget est construit sur une base aussi ambitieuse. Je rappelle que pendant le précédent quinquennat, les dépenses ont progressé en moyenne de 2 milliards d'euros par an. Voilà votre bilan. Comme nous vous l'expliquons depuis des semaines et depuis des mois, l'effort dorénavant et à partir de 2015 se fera uniquement par des économies. Et pour cela, nous nous donnons les moyens, nous mettons en œuvre les réformes structurelles qui ont été évoquées par Maryse de Branchu, celles que vous avez sans cesse reportées, avec la modernisation de l'action publique, la nouvelle étape de la décentralisation, l'action sur les retraites et le chantier de la simplification. Alors vous le voyez, Monsieur le Sénateur, nous rejouons chaque semaine la même scène, vous posez les mêmes questions, nous donnons les mêmes réponses. Et au fond, que faisons-nous si ce n'est ce que vous n'avez su faire pendant 10 ans? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Michel Berson pour le groupe socialiste. Ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des PME, de l'innovation et du numérique. La France se situe au 6e rang mondial pour la recherche scientifique, mais elle n'arrive qu'à la 16e place pour l'innovation technologique. Certes, la France a contribué à mettre au point des technologies de rupture qui ont permis, par exemple, l'émergence des biotechnologies ou du numérique, mais la France n'a pas su transformer tous ses atouts technologiques en atouts industriels. D'où un décrochage, depuis 10 ans, de la compétitivité de nos entreprises, avec ses conséquences sur l'emploi et sur les comptes publics. Aujourd'hui, nous savons tous que le premier levier de la compétitivité, c'est l'innovation. L'enjeu pour notre pays est donc de placer l'innovation au cœur de nos politiques publiques, d'encourager le développement des écosystèmes favorables à l'innovation, de doter l'innovation d'outils d'impulsion, de pilotage
et d'évaluation. Pour faire face à cet enjeu, le Premier ministre a lancé le 4 novembre le plan Une nouvelle donne pour l'innovation. Un plan, je souhaite le rappeler ici, qui prolonge les mesures prises après la publication du rapport Gallois. Je les rappelle: le pacte national pour la croissance, le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt innovation, la banque publique d'investissement, les 34 projets pour les filières industrielles de demain, les 10 orientations pour refonder la politique de transfert dans la recherche scientifique. Jamais, je dis bien jamais, un gouvernement n'avait pris pendant au moins d'un an autant de mesures qui donnent force, qui donne sens à la politique de redressement de notre économie. Et le plan Une nouvelle donne pour l'innovation va renforcer ce redressement. Madame le ministre, vous venez de présenter les 40 mesures concrètes de ce plan avec la volonté, avez-vous dit, de faire émerger un modèle à la française. Alors, comment le gouvernement entend-il promouvoir cette culture de l'innovation qui nous fait souvent défaut? Comment entend-il, c'est notre faiblesse, favoriser le développement commercial des inventions et des idées nouvelles? Comment entend-il encourager la prise de risque par les innovateurs et combler le manque chronique de financement des entreprises innovantes? Je vous remercie, Madame le ministre, pour vos réponses. Merci. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Berson, vous avez raison, je commencerai par là, de signaler qu'effectivement, depuis un an, le gouvernement a mis beaucoup en œuvre pour une véritable politique de l'innovation. Et vous avez raison aussi de souligner qu'au cours des 10 dernières années, en revanche, peu a été fait pour stimuler l'innovation dans notre pays. Alors, vous avez rappelé un certain nombre de mesures qui ont été mises en œuvre à la suite du pacte pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, le crédit impôt recherche, l'extension à l'innovation, le statut du jeune entreprise innovante étendu elle aussi à l'innovation, 2% de la commande publique réservée à des entreprises innovantes. Ce sont déjà des premières mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre. Et puis, il est vrai, le Premier ministre m'a confié le soin de coordonner un plan pour l'innovation afin d'avoir une politique complémentaire des plans pour de la nouvelle France industrielle d'Arnaud Montebourg, qui sont des politiques sectorielles. Il s'agit cette fois d'avoir une politique transverse pour l'innovation. Alors le premier axe, c'est l'innovation par tous. L'innovation, elle naît de la mobilisation de tous les talents. C'est une aventure humaine dont le ressort est la créativité, qui implique des hommes et des femmes de toutes origines et de toutes formations. Je citerai juste deux actions emblématiques de ce plan: le soutien au projet de développement de la culture, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, doté de 20 millions d'euros sur le programme d'investissement d'avenir, dont j'ai obtenu la création au sein de ce programme. Et puis la création d'une bourse pour les nouveaux entrepreneurs, qui sera dotée d'une dizaine de millions d'euros par an, pour accompagner des porteurs de projets dans leur souhait de créer une entreprise, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir dans leur famille ou dans leur entourage les moyens financiers de lancer leur projet entrepreneurial. Le deuxième axe, c'est l'innovation ouverte. L'innovation, vous le savez bien, elle ne se planifie pas, elle naît dans les écosystèmes, vous avez prononcé ce mot, elle naît de la rencontre entre des acteurs d'univers différents, des chercheurs et des grandes entreprises et des PME, des ingénieurs et des designers, et c'est cela qu'il nous faut soutenir, la dynamique des écosystèmes, c'est-à-dire la dynamique des territoires. Pour ce faire, nous mobiliserons les grands groupes à travers un partenariat pour l'innovation ouverte que nous allons signer en début d'année 2014 avec les principales organisations représentant les entreprises. Nous essaierons de traiter des sujets comme l'essaimage, le corporate venture, le mécénat de compétences, la commande privée innovante, etc. L'idée étant d'essayer de chasser en meute pour faire gagner l'innovation à la française. Le troisième axe du plan, c'est l'innovation pour la croissance. L'idée, c'est que l'innovation est portée par des entreprises, qu'il faut les accompagner, notamment le financement de l'innovation doit être accompagné et soutenu par l'État. Ce plan, il est fait pour les entreprises innovantes de croissance, et c'est la raison pour laquelle ce plan met l'accent sur le soutien à l'industrie du financement de l'innovation, le capital risque et le capital développement, avec des mesures de simplification pour les FIP et les FCPI, et puis un amortissement fiscal pour les investissements des grandes entreprises. Et puis, quatrième axe, l'innovation publique. Face à l'innovation continue,
l'État doit évaluer et mieux améliorer les résultats des politiques publiques en faveur de l'innovation, mieux en mesurer l'impact. C'est extrêmement important. Et donc, vous l'avez compris, Monsieur le Sénateur, cette nouvelle donne pour l'innovation renforce la démarche sectorielle des 34 plans pour l'innovation présentés par Arnaud Montebourg. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Noël Cardou pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame la ministre de l'Artisanat et du Commerce, faire vivre nos territoires, c'est leur donner les moyens d'exister. Et le premier de ces moyens est certainement de permettre aux entreprises qui s'y trouvent de se développer. Aux quatre coins de notre pays, les artisans, les commerçants et les travailleurs indépendants lancent un cri d'alarme pour attirer l'attention sur leur situation qui se dégrade très gravement. 6 entreprises disparaissant chaque heure, soit 54 000 défaillances par an. Il est de notre devoir à nous, élus des territoires, de les écouter et de tout faire pour inverser une situation qui n'a rien d'irrémédiable. L'accumulation des prélèvements sociaux et fiscaux et des contraintes administratives est à l'origine de l'exaspération de tous ces chefs d'entreprise, car ils supporteront 1,2 milliard d'euros de prélèvements supplémentaires en 2013 et 2014. Ces sacrifiés, mais pas résignés, viennent s'ajouter à tous ces mouvements d'entrepreneurs et contribuables, pigeons, poussins, abeilles, tondus, qui se sont rebellés contre l'asphyxie fiscale. Leur survie, ainsi que celle de nos territoires, sont en jeu avec toutes les conséquences sur l'emploi, puisqu'ils sont de loin le premier employeur de France avec 150 000 emplois offerts chaque année. Alors, les discours lénifiants sont autant de déclarations d'affichage pendant que le gouvernement continue son entreprise de destruction sans prendre conscience que trop d'impôts tue l'impôt. Parmi les exemples, citons le déplafonnement des cotisations sociales, maladie et vieillesse. Plus récemment, la création de ce compte pénibilité, véritable usine à gaz pour les entreprises, et la perspective de l'augmentation de la TVA en 2014. Fort heureusement, hier après-midi, le Sénat, dans sa grande sagesse, comme d'ailleurs sur l'ensemble du texte, a rejeté l'article 10 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, déplafonnant les cotisations vieillesse des travailleurs indépendants. Quand, Madame la Ministre, et comment allez-vous cesser de paupériser les classes moyennes dans une France en grande dépression, bloquant dès l'origine toute volonté d'entreprendre? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le Sénateur, vous m'interrogez sur la fiscalité pesant sur les entreprises du commerce et les entreprises artisanales et vous semblez dire que le gouvernement ne se préoccuperait pas de ce secteur. C'est complètement inexact et c'est très caricatural le ton de votre question parce que depuis plus d'1 an et demi, le contact que j'ai noué avec les organisations professionnelles est permanent et continu et régulier parce que je partage un point avec vous, c'est la nécessité d'avoir sur l'ensemble de nos territoires, les territoires urbains comme les territoires ruraux, des entreprises du commerce de proximité, des entreprises artisanales qui créent de l'emploi, qui créent du savoir-faire, qui transmettent leurs entreprises, qui transmettent leurs compétences et qui donnent aussi, au-delà de l'aspect économique, beaucoup de liens sociaux dans ces territoires. Depuis plus d'1 an, le gouvernement a agi en faveur de ces entreprises, d'abord avec le pacte pour la compétitivité et le crédit d'impôt compétitivité emploi qui bénéficie très largement à ces entreprises puisque la grille des salaires correspond aux bénéficiaires du CICE. Nous avons aussi mis en place un fonds pour la trésorerie de ces entreprises avec la BPI, un fonds de 500 millions d'euros accessible aux TPE-PME. Nous avons aussi encouragé et facilité la transmission de ces entreprises qui peinent souvent à trouver repreneur avec le volet transmission du contrat de génération. Et puis nous allons continuer nos efforts en 2014 sur la concurrence déloyale, en luttant contre le travail illégal, en faisant un effort important pour le secteur de l'artisanat du bâtiment avec l'application du taux réduit de TVA
pour la construction et la rénovation de logements sociaux, avec les primes qu'a rappelé le Premier ministre tout à l'heure, et avec le taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation thermique. Je présenterai également un projet de loi en faveur des entreprises de l'artisanat, du commerce et des TPE pour simplifier les parcours de l'entreprise individuelle, pour favoriser et maîtriser l'évolution des loyers commerciaux, pour simplifier les règles d'urbanisme. Et puis, monsieur le sénateur, nous avons, avec le ministre du Budget, depuis plusieurs semaines, engagé un travail pour définir les modalités du taux d'application de TVA et travailler sur de nombreuses autres mesures. Et je note que vous n'avez pas soulevé les réactions positives des fédérations professionnelles à l'issue de ces entretiens. Ce travail va se poursuivre parce que nous avons besoin, pour le redressement économique de ces entreprises-là, alors que vous les avez oubliées pendant plus de 10 ans. Merci. La parole est à monsieur Jean-Louis Masson. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre, tout au moins s'il avait été présent. L'écotaxe sur les poids lourds, Monsieur le Premier ministre, l'écotaxe sur les poids lourds a été proposée par le gouvernement Fillon et votée à la quasi-unanimité des parlementaires de droite comme de gauche. Cette mesure de bon sens a un double intérêt. Tout d'abord, pour l'environnement, elle favorise le ferroutage et réduit les flux de poids lourds. Ensuite, en période de restriction budgétaire, cette écotaxe ferait payer à juste titre les poids lourds étrangers qui contribueraient ainsi à la réfection des routes. Pour ma part, j'ai toujours soutenu le principe de l'écotaxe et je déplore la démagogie des responsables politiques à droite comme à gauche qui l'ont votée et qui prétendent maintenant qu'il faut la supprimer. Je déplore aussi la faiblesse du gouvernement car en cédant devant n'importe quelle manifestation de rue, on encourage les uns et les autres à se dresser contre l'autorité de l'État. En particulier, la réaction populiste des soi-disant bonnets rouges bretons est complètement injustifiée. Faut-il rappeler que la Bretagne est l'une des 4 régions de France où le taux de chômage est le plus faible et que les problèmes en Bretagne, en matière d'emploi, y sont sans commune mesure avec ceux que l'on connaît dans le Nord ou en Lorraine. Il n'y a donc aucune raison de consentir un régime de faveur, il n'y avait donc aucune raison de consentir un régime de faveur en accordant une réduction de 50% sur l'écotaxe en Bretagne. A fortiori, il n'y aurait aucune raison d'y supprimer l'écotaxe, à moins que les Bretons ne financent dorénavant eux-mêmes leurs voies rapides, toutes gratuites, c'est le seul cas en France, qui sont payées jusqu'à présent avec les impôts de tous les Français. Enfin, suite aux restructurations militaires désastreuses qui ont fait perdre 4 500 emplois à Metz, l'État s'était engagé à y fixer le siège d'Ecomouv et du service des douanes associés. Plusieurs centaines de personnes ont été embauchées ou devaient l'être avant la fin de l'année. En reculant face aux bonnets rouges, le gouvernement est responsable d'un véritable drame social et humain. Ainsi, il y a 3 jours, le contrat de plus de 100 personnes a été résilié et les intéressés sont obligés maintenant de retourner à Pôle emploi. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, je vous pose donc une double question. Tout d'abord, quand le gouvernement va-t-il enfin se décider à faire preuve d'autorité en faisant respecter l'État et les lois de la République? Ensuite, les tergiversations du gouvernement ont des conséquences dramatiques, comme je l'ai indiqué, pour des centaines de salariés de la région Messine. Que comptez-vous faire pour eux, Monsieur le Ministre? Merci. La parole est à monsieur Alain Vidalies, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Masson. Compte tenu de vos propos, j'ai imaginé un instant laisser Marie-Lise Lebranchu vous répondre, compte tenu des propos que vous avez tenus sur la Bretagne et que le gouvernement ne partage absolument pas. S'agissant d'Ecomouv, une enquête préliminaire, comme vous le savez, est ouverte et par conséquent, l'exécutif, naturellement, doit s'abstenir sur les conditions de passation du marché de tout commentaire. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a un contrat qui est signé et vous l'avez rappelé,
et il faut le dire, ce contrat signé en 2011 sous le gouvernement Fillon entraînerait, s'il n'était pas appliqué, une indemnité de résiliation de 800 millions d'euros. Quelles sont nos obligations aujourd'hui? D'abord, respecter la signature de l'État, je l'ai rappelé, mais aussi en demandant aux co-contractants, et il y a une négociation en cours, de respecter ses engagements contractuels. C'est le travail que fait aujourd'hui Pierre Moscovici. Pour l'écotaxe, et sur le principe, vous l'avez dit, l'écotaxe servira au développement et à l'entretien de nos infrastructures de transport et marquera un tournant dans une politique en faveur du développement durable. De nombreux pays européens, faut-il le rappeler, l'ont d'ailleurs déjà mis en place. L'écotaxe, puisqu'on l'appelle comme ça, n'est pas une taxe supplémentaire, mais un péage pour les poids lourds qui vise à faire payer les usagers de la route plutôt que les contribuables. C'est une ressource de substitution à des subventions qui sont aujourd'hui payées par le contribuable. Notre deuxième objectif, c'est de mettre en place cette écotaxe poids lourd dans un souci de justice sociale. Et il reste, vous le savez, des difficultés pour les agriculteurs, pour le secteur de l'agroalimentaire, mais aussi pour les transporteurs. Nous les entendons. C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'apaisement, le Premier ministre a décidé d'un dialogue supplémentaire au niveau national et régional pour définir les aménagements nécessaires. Le Parlement, dans son ensemble, s'est saisi de cette question. Votre Assemblée, par l'intermédiaire d'une commission d'enquête, l'Assemblée nationale a décidé d'une mission d'information plus particulièrement sur la question du principe même de l'écotaxe, sur son intérêt, sur la comparaison avec ce qui se fait dans les autres États. Et à l'issue, naturellement, nous pourrons reprendre nos travaux. Le gouvernement est attentif aux conséquences sociales de la suspension pour Ecomove qui s'est implantée sur le site de la base aérienne de Metz. La grande majorité des personnes embauchées pour la mise en place de l'écotaxe l'ont été en contrat à durée indéterminée et leur emploi n'est pas à ce stade menacé, mais hélas, quelques contrats à durée déterminée signés ne peuvent être renouvelés le temps de la suspension. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en avons fini avec les questions d'actualité. Voilà donc pour ces questions d'actualité en direct du Sénat cet après-midi. On se retrouve tout de suite pour refaire ensemble la séance.